cas similaires ont été... c'est bon? Oui, c'est bon, excusez-moi. D'accord, pas de problème. Plus de 50 cas similaires ont été reportés. Donc, cet exemple vous permet d'avoir une idée sur la possibilité de propagation des IST en Haïti avec la pratique des rapports sexuels non protégés et cela n'est pas différent pour le reste du territoire haïtien. Pour présenter cette réalité, je vais partager mon écran juste pour voir ces chiffres. Un moment, je crois, c'est ça. C'est bon, mon écran est partagé. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, on essaie de voir. Je ne sais pas si c'est possible d'agrandir, mais voilà. On voit bien. Voilà, très bien. OK. Juste pour présenter cette réalité, je divise le pays, comme je viens de vous dire avant, et en deux catégories, milieu rural et urbain. Alors, selon l'enquête et mortalité, mobilité et utilisation des services émis 2016-2017, alors vous pouvez constater que ça ne date pas après la COVID-19, mais c'est la dernière recensement qu'ils ont fait. Alors, c'est justement, ces chiffres-là ont varié complètement par rapport à la réalité et de la COVID-19. Alors, vous voyez qu'en milieu rural, femmes ayant une connaissance de moyens de prévention, c'est des femmes âgées de 14 à 24 ans, c'est 44%. En milieu urbain, c'est 33%. Et pour les hommes, c'est 42%. Et pour les femmes, c'est 31%. Là, c'est toujours en deux catégories et pourcentage ayant déclaré avoir utilisé un préservatif ou condom au cours des derniers rapports sexuels, c'est 43%. Ça, c'est le nombre, et le 6731, c'est le nombre de femmes enquêtées. Sur le nombre de femmes enquêtées au total, c'est 41%. Des personnes est déclarées avoir utilisé un préservatif en milieu rural et 55,2% pour les hommes et en milieu urbain, c'est 37,6% et pour les hommes, c'est 42%. En milieu rural, et c'est 34,1%. Pourcentage ayant fait un test de VIH les 12 derniers mois et ayant reçu les résultats du test, c'est pour les femmes. Milieu rural, c'est 34,1%. C'est en milieu urbain, c'est 22,4%, ça c'est le nombre de personnes enquêtées et pourcentage ayant fait un test de VIH les 12 derniers mois et ayant reçu les résultats du test. Pour les hommes, c'est 26,9% et c'est toujours le chiffre après, c'est pour le nombre de personnes enquêtées et 13,9%. OK. Alors, le défi des infections sexuellement transmissibles en Haïti présente des défis significatifs en raison des divers facteurs, notamment le manque de ressources financières, infrastructures médicales adéquates et sensibilisation du public. Voici quelques éléments clés sur la réalité du dépistage en Haïti. Je vais détailler pour vous chaque point. L'accès limité aux services de dépistage en Haïti. De nombreux individus, en particulier ceux vivant dans les zones rurales, ont un accès limité aux services de dépistage des infections
des infections sexuellement transmissibles, IST, les cliniques et les centres de santé spécialisés sont principalement concentrés dans les zones urbaines, ce qui laisse la population rurale sans option de dépistage adéquat. De ce fait, les habitants des milieux ruraux rencontrent des difficultés pour se faire dépister. Alors, ces gens-là, pour faire les dépistages, ils devront laisser le milieu rural juste pour entrer en ville ou dans le milieu urbain pour faire des dépistages. Et même les centres de prise en charge se trouveront dans les centres-villes. Si ces personnes-là ont accès limité aux ressources financières, alors je vais prendre, selon le rapport de l'OMS 2013-2017, Haïti est classé en 34e position sur une liste de 34 pays de l'Amérique qui dépensent le moins en santé. Le système de santé haïtien est confronté à d'importantes contraintes budgétaires. Seulement 4,3% dans le budget de 2017-2018, alors que 60% des infrastructures sanitaires ont été détruites dans le sud du pays à la suite du passage de l'ouragan Mathieu. Les ressources financières allouées à la santé publique, y compris le dépistage des IST, sont illimitées. Par conséquent, il peut y avoir un manque de matériel de dépistage, de médicaments et d'équipements nécessaires pour fournir des services de dépistage efficaces. Pour les personnes vivant dans les zones rurales, cela implique des coûts supplémentaires au lieu de liés au transport et au paiement du dépistage. C'est ce cas-là que je viens de vous parler de ce cas-là et dans la partie d'accès limité et dans la partie d'accès limité aux services de dépistage. Par conséquent, pour les personnes vivant dans les zones rurales, cela implique des coûts supplémentaires liés au transport et au paiement du dépistage. En raison de la crise économique qui traverse le pays, les gens ont recours à la médecine traditionnelle et ne se rendent à l'hôpital que lorsque leur état de santé est critique. Manque de sensibilisation. La sensibilisation au IST est importante du dépistage est essentiellement pour promouvoir la santé sexuelle. Cependant, en Haïti, il existe un manque de programmes de sensibilisation efficaces qui ciblent spécifiquement les populations à risque. Cela peut entraîner un manque de connaissances sur les IST et une réticence à se faire dépister. Stigmatisation et discrimination, comme dans les deux précédentes interventions, comme on en a déjà parlé, ici, il y a également les stéréotypes qui rentrent dans cette partie-là, les stéréotypes qui découragent les gens à se faire dépister. La stigmatisation entourant les IST peut dissuader les personnes de se faire dépister en raison de la peur du jugement et de la discrimination. Les individus craignent souvent les répercussions sociales et professionnelles de la prévalence de leur statut sérologique. Prévalence élevée des IST. En Haïti, face à une prévalence élevée de certaines IST telles que le VIH-Sida, la syphilis et la gonorrhée, la propagation de ces infections est favorisée par les facteurs tels que la pauvreté, l'accès limité aux soins de santé, la migration, la prostitution et la faible utilisation des préservatifs. Pour conclure, bien que force soit déployée en Haïti pour améliorer le dépistage des IST, il reste encore beaucoup à faire pour surmonter les obstacles mentionnés ci-dessous. Il est essentiel de renforcer les infrastructures médicales, d'accroître la sensibilité du public, de lutter contre la stigmatisation et de garantir un accès équitable aux ressources de dépistage des IST dans tout le pays. En termes de solutions, en Haïti, le dépistage des infections sexuellement transmissibles est essentiel pour la prévention, la prise en charge et le traitement de ces maladies.
Voici quelques solutions qui pourraient contribuer à l'amélioration et le dépistage des IST. Sensibilisation et éducation, ce qui devrait se faire et à la base, comme nous faisons toujours au Chandelle, éduquer les petites filles, surtout ceux qui sont dans la période de puberté, juste sur la santé sexuelle et reproductive, les moyens de prévention et les méthodes de contamination et les moyens de prise en charge. Il est crucial d'investir dans des campagnes de sensibilisation et d'éducation pour informer la population sur les IST. Leur mode de transmission, les risques associés à l'importance du dépistage précoce, des ressources telles que des brochures, des affiches et des programmes d'éducation peuvent être utilisés pour atteindre un large public. L'accès aux services de dépistage est important pour renforcer l'accès aux services de dépistage des IST en les rendant disponibles dans les établissements de santé, des cliniques spécialisées et des centres de santé communautaires. Cela peut inclure la formation du personnel médical pour effectuer les tests et la mise en place de protocoles de dépistage appropriés. Campagne de dépistage mobile. Étant donné que certaines régions d'Haïti peuvent être difficilement accès, en particulièrement dans les zones rurales, les campagnes de dépistage mobile peuvent être une solution efficace. Des équipes médicales mobiles peuvent se déplacer vers les communautés éloignées pour offrir des services de dépistage des IST. Les autotests. Les autotests permettent aux individus de réaliser le dépistage eux-mêmes à domicile sans nécessiter la présence d'un personnel de la santé. La promotion et la disponibilité des autotests pour les IST pourraient encourager davantage les personnes à se faire dépister de manière confidentielle et pratique. La collaboration avec les organisations locales et internationales. La collaboration entre le gouvernement haïtien, les organisations non gouvernementales, les agences internationales peut renforcer les efforts de dépistage des IST en Haïti. Cela peut inclure le partage des ressources échangées, d'expertise et la mise en place des programmes conjoints pour améliorer l'accès aux services de dépistage. Il est important de noter que ces solutions doivent être adapté aux réalités et aux besoins spécifiques d'Haïti. Il est recommandé de travailler en étroite collaboration avec les acteurs locaux, les professionnels de santé et les communautés pour garantir l'efficacité et la durabilité des initiatives. Juste pour ajouter à tout ça, c'est en Haïti, les tests de dépistage sont gratuits et les prises en charge sont également gratuites. Mais étant donné la façon dont les structures médicaux sont structurées, donc il y en a dans certains cas, ces tests-là sont payants. Merci Dashna. C'est vrai que c'est très intéressant votre intervention, mais on doit justement juste 30 secondes pour conclure. Ah, justement, je viens de conclure, c'était juste ça pour ajouter à la conclusion. D'accord, parce que comme on a pris du retard et puis, alors, il y a des questions, mais ce qu'on va faire, c'est que, par contre, on a une question justement qui est venue là. Celle-là, je vais la poser, puis les autres, on va la poser à la fin. Mais c'était juste cette différence, parce qu'on a remarqué une différence au niveau, il y a un constat au niveau du le milieu rural et le milieu urbain. Donc, on a vu qu'il y avait plus de dépistage au niveau du milieu rural qu'au milieu urbain. Est-ce que c'est par rapport aux chiffres? Qu'est-ce qui explique justement cette différence-là? Par rapport... Meilleur taux de connaissances, meilleur taux de... Voilà. Par rapport au milieu rural et milieu urbain, je vais vérifier pour vous parce que là, moi, je sais pas. C'est juste une erreur.
à la place et les chiffres que j'ai D'accord, mis. ok. Oui. C'est l'inverse du coup. Ok. Exactement, merci. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Je suis désolée si j'ai dû vous couper parce on va passer au prochain intervenant. Et puis, si on a un petit temps encore à la fin, on va revenir sur certains points. Merci beaucoup, Dashna. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Jean-Claude Massed de l'association AIDE. Responsable Caraïbes, qui va nous parler du territoire Guadeloupe. Ok, bonsoir à tous. Donc, je suis Jean-Claude Massed. Ce soir, je vais parler sous deux casquettes, celle du responsable Aide Antilles et qui sera bientôt le responsable de Guyane et qui va laisser d'ailleurs le territoire des Antilles, et sous couvert aussi de la vice-présidence de la coordination régionale du VIH, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Vous voyez mon PowerPoint ou pas? Non, il faut que Madame arrête le partage pour que toi, tu puisses partager. Puisque c'est son écran qu'on voit. Voilà. Donc, du coup, c'est bon là ou pas? Alors, pour le moment, non. Je recommence, partager. Ok, là, je pense que ce sera bon. Ok. Du coup, non, c'est ça. Bon, du coup, est-ce qu'on voit là ou pas? Ça suffira? Qu'est-ce que tu vois, toi? Non. Tu vois pas? Vous voyez que le PowerPoint ou... Vous pouvez la Alors, mettre donc, en diaporama? Non? Diaporama. oui, je peux. Ah oui. Clique en haut sur diaporama. Oui, mais justement, j'ai pas accès à... En bas, diaporama. Voilà, diaporama, oui, voilà. Ok, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, alors, petit historique au niveau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, on est une dizaine de structures habilitées à faire du dépistage et qui permet justement d'étendre le déploiement de l'outil sur l'ensemble des territoires. Donc, la Guadeloupe, c'est un archipel. Donc, on est sur des territoires éclatés entre la Guadeloupe, la Basse-Terre, la Grande-Terre, plus des petites îles autour, Marie-Galante, la Désirade, les Saintes. Et en plus, au niveau, comment dire, territoire accompagné par les ARS, les agences régionales de santé et le Corébi, il y a Saint-Martin. Donc, ces chiffres incluent l'ensemble de ces territoires. Sur un plan historique, nous avons donc 10 structures. Sur un plan historique, au départ, il y avait deux structures, principalement les structures médico-sociales telles que les CEGID, qui pouvaient faire des dépistages, et l'association AIDE. En 2017, il y a eu l'ouverture et la formation d'habilité au TROD pour d'autres structures telles que le planning familial, la Croix-Rouge, et AIDE était déjà habilité, ce qui a permis d'avoir ces 10 structures qui se partagent le déploiement du dépistage. Ce qu'on voit et qui permet également, sur la diapo précédente, d'avoir un équilibre entre les structures qui ne peuvent pas opérer hors les murs, alors que les associatifs ont cette capacité d'aller vers. Donc, on voit bien que généralement, c'est surtout les associations qui vont dans les quartiers, alors que les structures habilitées telles que hospitalières accueillent principalement leurs personnes qui veulent, leurs usagers, pardon. Donc, comme on peut le voir, eh bien, les années glorieuses, eh bien, 2017, les structures sont formées. On voit bien qu'en 2018, eh bien, on a un pic de 3458 par exemple, VIH réalisés. Tandis que, et donc, du coup, avec la crise COVID et le retour à la normale, on a quand même une chute de plus de la moitié de nos tests réalisés. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Donc, je vais plutôt focaliser sur le VIH et pas forcément l'ensemble des IST. Et surtout qu'on parlera limite que du 3 de VHB, VHC,
puisque c'est quand même les codes autorisés par les structures associatives et aussi hospitalières. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux types de structures. Donc, après le COVID, on est sur des structures médicales qui ont été phagocytées par tout ce qui est dépistage du COVID et de la vaccination, ce qui fait qu'il y a une reprise très douce en 2021 comme en 2022. Les freins, ben, ça a été justement peu d'acteurs disponibles. Il y a eu aussi de la perte, on va dire, en ressources humaines au niveau des structures. Mais néanmoins, à côté de ça, on a quand même eu une adaptation des structures par rapport à la situation. Entre les confinements qui ont duré plus longtemps, par exemple, c'est le cas de la Martinique, où on a des confinements jusqu'à mai 2022, je crois. Alors qu'en Guadeloupe, même si on avait très peu de confinement jusqu'à fin 2021, on a eu des structures qui se sont quand même adaptées à utiliser beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup de visuels, beaucoup de communication, même si on n'allait pas sur le terrain. Ce qui fait que ce qui était un avantage et un levier, c'est d'avoir justement le travail soit des politiques publiques, donc le soutien des ARS et notamment de la coordination régionale du VIH, qui a tenté de maintenir le lien entre les acteurs de la santé sexuelle pour rester visibles et garder un contact avec leurs usagers, ce qui fait qu'on a eu la distribution, une augmentation de la distribution des autotests, par exemple. On a eu beaucoup de création de vidéos sur de la prévention, donc notamment tout ce qui est sérophobie autour du 1er décembre et sur des vidéos créées par des militants, des associations sur les outils de prévention. Quoi dire d'autre? Donc, la démocratie sanitaire a joué son rôle pour justement pallier à ce manque d'activité ou ce manque d'information autour de la santé sexuelle, puisque tout était focalisé sur le COVID et la vaccination. Ce qu'on peut retenir de 2022, donc l'après-COVID, c'est qu'il y a quand même eu une grosse volonté de relancer la communication et les actions, d'aller vers. Je prends le cas, par exemple, de la Martinique qui a relancé cette grosse campagne de vacances tour qui consiste à 2 grosses campagnes dans l'année, d'aller dans toutes les communes de l'île pour faire une offre de dépistage, mais également pour donner des informations et parler de la palette d'outils qui permettent de limiter sa contamination aux IST comme au VIH. On a notamment le soutien des grosses campagnes nationales et notamment de la communication pour le I égale I, c'est-à-dire indétectable égale intransmissible, car on voit bien qu'il y a des fausses croyances, la stigmatisation, et donc pour pallier à tout ça, c'est vraiment donner l'information au public en disant que justement, en faisant le dépistage, si on sait qu'on est contaminé, ce n'est pas une fin en soi, puisque les traitements permettent aux personnes de ne plus contaminer, et donc rien que cette information pour lutter contre la sérophobie permet aux personnes de dédramatiser sur le fait de savoir au lieu de ne pas savoir. Il y a également tous les copiles qui ont été mis en place sur ces campagnes d'accessibilité, que ce soit I égale I, le VIH test, pour mieux communiquer et avoir une campagne qui va permettre d'être comprise par la population, notamment VIH test pour que les gens puissent aller dans les labos se faire dépister, l'accès à la PrEP, qui est quand même un outil qui permet une grosse réduction de contamination au niveau du VIH, la communication autour des préservatifs sous ordonnance et la distribution des autotests. Contrairement aux pays internationaux comme Haïti ou la Dominique, on a la chance d'avoir quand même des politiques publiques soutenues par les ARS ou la Caisse générale de sécurité sociale qui financent et qui apportent leur soutien pour que cette accessibilité à ces outils de prévention et de réduction des risques
puisse être déployé sur l'ensemble des territoires. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, en gros, si on veut résumer, on a perdu la question de la santé sexuelle a complètement été effacée et même d'autres pathologies, j'imagine, par rapport au COVID. Et là, on reprend doucement, mais c'est vrai que rien ne peut se faire sans les acteurs, sans les services publics. Et on voit bien qu'il y a quand même une volonté de mettre à disposition tous ces outils, de mettre en place des vraies campagnes de communication. Donc, ce qu'il faut, si on veut aller plus loin et continuer et retrouver notre rythme de croisière avant COVID, c'est justement continuer à avoir le soutien des politiques publiques, continuer à affirmer des discours clairs et simples, I égale I, donc on peut arriver à la fin du VIH, de l'épidémie, si tout le monde arrive à se faire dépister et qu'on mette les personnes sous traitement, les personnes séropositives sous traitement. On peut y arriver si l'ensemble des professionnels continuent à travailler avec les acteurs associatifs et même les personnes concernées. Si on arrive à toujours mutualiser, à créer ce maillage de professionnels de santé et associations, et on peut y arriver si justement les discours sont bien clairs et nets. La PrEP, ça fonctionne si on la prend, le préservatif, ça fonctionne si on la prend, et si on est tous sur un discours homogène et pas avec plein de si qui justement limite l'accès ou la volonté aux personnes d'utiliser les nouveaux outils. Voilà, je ne voulais pas dire plus que ça. Ah oui, et pour finir, pour aller plus loin, ça serait encore d'aller plus aller vers, c'est-à-dire que si on va dans les quartiers, on fait des villages santé, on fait des actions communes avec des unités mobiles, peut-être aller encore plus loin vers le dépistage à domicile qui sera un des outils à développer pour les années à venir, et l'accès à l'autotest, donc déjà le prix qui diminue en pharmacie, mais également que les professionnels de santé tels que les pharmaciens puissent être formés sur le discours de prévention et les outils à communiquer avec les usagers, puisque la pharmacie reste quand même un lieu d'accès et le plus proche des populations. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Merci beaucoup, Monsieur Massed de l'association AIDE pour cette réalité hein, sur le VIH. Sur la Guadeloupe. On voit qu'il y a beaucoup de structures, justement. On voit les différences, notamment au niveau de la Martinique, au niveau de Saint-Martin. Donc, il y a, je pense, 2 fois plus de structures, 2 fois ou même 3 fois plus de structures en Guadeloupe. 4 CJ, 10 structures. Donc, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chiffres, notamment par rapport au VIH. Rapidement, peut-être 1 minute, parce que c'est vrai qu'on a, vous savez, on a recommencé un petit peu en retard, excusez-nous, mais donc on va dépasser le temps. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des autres IST, si possible? Alors, donc, les autres IST, je ne serai pas spécialiste parce que je ne travaille pas forcément dans le CGID, c'est qu'elles sont en recrudescence. Des échanges qu'on a avec au niveau du coronavirus et des infections des CGID, c'est qu'ils sont en recrudescence. Après, pour des chiffres plus précis, vous avez le bulletin de veille sanitaire. J'encourage les personnes qui sortent chaque année au début de décembre pour avoir des chiffres plus précis. Mais sinon, je n'ai pas de chiffres en tête ou de données bien précises, mais il y en a une recrudescence des IST. Et notamment, ce qu'on constate, c'est que justement, il y a une méconnaissance, il y a beaucoup d'occasions ratées de la part des médecins de ville ou des professionnels de santé sur le dépistage des IST. C'est-à-dire que ce n'est pas abordé systématiquement lorsque les personnes demandent des bilans de santé. Ce n'est pas une offre systématique de la part des professionnels de santé. À savoir pourquoi, donc il y a un gros travail à faire sur justement le fait de proposer des dépistages des IST
aux usagers. Mais sinon, oui, je n'ai pas de chiffres bien précis par rapport aux IST. Parce que nous, on fait essentiellement, je parlais en tant que membre associatif, fait du dépistage VIH, VHC, VHD. Et bientôt, on espère bientôt faire la syphilis. Ça va changer la donne, je pense. Ça aussi, il faudrait qu'on fasse, que les associations soient bientôt autorisées à faire n'importe quel type de dépistage en lien avec la santé sexuelle, donc ce sera syphilis et autres, pour déployer un peu plus les outils et l'accès à tous ces tests pour la population. Le aller vers va peut changer les choses. Bon, je merci. sais pas comment on arrête le partage d'écran. Alors, il me semble que c'est en haut. Alors, En haut de ton écran, normalement, ça doit te dire arrêter le partage d'écran. Ah oui, c'est bon, c'est là. C'est bon. Alors, mais Nadia, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit? Parce que Nadia, justement, pour rappel, hein, infirmière au centre hospitalier de Saint-Martin. Oui, merci beaucoup, Madame Mendala. Et pour compléter ce que dit Jean-Claude concernant le dépistage des autres IST, c'est vrai que c'est bien de faire de la formation, mais il faut aussi former les parents parce que lorsqu'on va dans certains établissements scolaires, les parents pensent qu'on incite leurs enfants à avoir des rapports parce qu'on va parler de préservatifs. Mais il faut que ces parents sachent que moi, je sais qu'on a des jeunes filles de 12-13 ans qui viennent. Donc, c'est aussi à nous parents de faire l'éducation de nos enfants, de leur expliquer les risques qu'avoir un rapport sexuel non protégé peut avoir. Non seulement il y a le risque de grossesse, mais il y a aussi le risque de se retrouver avec une IST. Comme je dis aux jeunes, tant qu'on parle de chlamydia, ce n'est pas très grave parce que ça se soigne avec 4 comprimés, mais est-ce qu'une enfant de 13 ans est prête à maintenant là, accepter qu'on lui dise, voilà, tu as le VIH, pour l'instant, tu vas vivre avec. Bien sûr, il y a des traitements, mais c'est quand même difficile, ça change la vie. Donc, pour moi, ce serait l'information de toute la population, que chacun comprenne qu'il faut se protéger, que chacun comprenne qu'il faut se faire dépister. Et il y a une infection dont on n'a pas parlé, c'est le papillomavirus. Quand on parle de vaccination aux jeunes qui ont déjà commencé avoir des rapports sexuels, on leur dit, mais est-ce que tu pourrais en parler à tes parents, leur dire qu'il existe ce vaccin contre lequel on peut se protéger? Eh bien, il y en a très peu. Il y en a très peu. Donc, je pense que c'est une éducation générale à la population qu'il faudrait faire, que ce soit par le biais des églises, parce que c'est où souvent on retrouve beaucoup de monde, les associations de jeunes. Et je me dis qu'on avancera comme ça. Surtout qu'on avait dit d'ici 2030, fin du VIH, mais je crois qu'on est encore loin. Voilà. Effectivement, justement, il faut éduquer toute la population. Après, de manière générale, mais aussi de manière spécifique, comme on l'a dit, avec des outils qui soient adaptés et notamment, mais lorsqu'on parle aux jeunes, lorsqu'on va faire de l'éducation à la sexualité au niveau des jeunes, mais il faut aussi cibler les parents et effectivement, parce qu'il y a des IST qui peuvent plus toucher les jeunes, hein. Vous avez parlé de la chlamydia, hein. La chlamydia, même si ça se traite facilement, hein, le traitement est facile, mais il faut savoir que s'il n'y a pas de traitement, s'il n'y a pas de dépistage, il n'y a pas de traitement, ça peut avoir des conséquences graves justement sur la santé sexuelle au plus tard. Et notamment aussi pour le papillomavirus, vous en avez parlé. Donc là, c'est la responsabilité notamment des parents de faire vacciner les jeunes, notamment en France. Il faut le rappeler que la vaccination papillomavirus et encourager notamment aux jeunes filles et garçons. D'accord? Après, je ne sais pas si on aura le temps on n'en a pas le temps, il est déjà 20h30, mais de savoir comment ça se fait en Dominique ou en Haïti, mais de savoir comment c'est fait ça, par rapport à cette vaccination-là. Mais il faut savoir qu'en France, c'est encouragé justement de vacciner ces jeunes contre les papillomavirus parce qu'on sait que c'est porteur, notamment, ça peut devenir, c'est porteur
de conséquences graves sur la santé, notamment de cancer, notamment responsable de cancer de col de l'utérus chez la femme et des cancers génitaux chez l'homme aussi, hein, on le sait. Donc, pour ça, c'est important d'éduquer tout type de population. Sans plus tarder, alors je laisse la place à la dernière intervenante. Je sais qu'on a déjà dépassé le temps, mais pour les spectateurs, vous êtes encore assez nombreux, mais pour écouter le docteur Pierre-François. Sandrine, Pierre-François, toujours présente, Sandrine? Oui, tout à fait, Ida, merci. Alors, j'ai un petit souci de connexion et donc, je n'avais pas prévu de présenter un PowerPoint, mais bon. Donc, je vais un peu vous présenter les chiffres comme ça de façon orale. On finit avec la Martinique. En tout cas, je voulais déjà, en tout cas, je remercie à tout le monde là pour ce webinaire parce que je trouve que c'est finalement très intéressant de pouvoir échanger sur l'évolution des dépistages ou même des IST d'une manière générale, parce que ça nous permet d'avoir des informations sur les différents territoires. Et puis, donc, tout d'abord, pour vous dire que finalement, la Martinique, donc c'est finalement un peu plus de 350 000 habitants. On est sur une superficie d'un peu plus de 1100 km². Que globalement, donc là, on a actuellement une file active de 1134 patients. Et en gros, 52 nouveaux cas par an. Donc ça reste un taux à peu près stable. Finalement, quand on compare à l'Hexagone, on est à 0,15 nouveaux cas pour 1000 habitants, alors que l'Hexagone, c'est 0,08 nouveaux cas par habitant. La Guadeloupe, c'est à peu près comme la Martinique. Et puis la Guyane, par contre, c'est un petit peu plus. Ce que je voulais dire aussi, c'était que, alors si on reprend un petit peu l'historique, un petit peu d'historique, finalement, donc l'épidémie en Martinique a débuté a commencé au début avec des hommes qui avaient des relations sexuelles avec des hommes, puis elle s'est rapidement étendue à la population hétérosexuelle comme un peu partout ailleurs. Et finalement, actuellement, par rapport à notre file active, on s'aperçoit qu'on a environ 50% des hommes qui sont des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Et en fait, ce qui correspond à 30% de la file active. Et ça représente donc une part importante de ces nouveaux diagnostics. Donc, c'est pour ça que c'est une population qu'il est important de sensibiliser et de dépister. Et puis, donc, finalement, donc, par rapport à la population hétérosexuelle, finalement, la population HSH, hein, qui est discriminée, qui vit de façon cachée est quand même toujours difficile à atteindre. Et on l'a vu d'ailleurs aussi l'année dernière avec l'épidémie de monkeypox, où on a vu qu'on avait quand même aussi du mal à faire venir cette population HSH dans les soins et au dépistage en particulier. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, finalement, en Martinique, on n'a pas d'utilisation d'usage d'héroïne ou de drogue par voie intraveineuse. Même, alors, on a eu à un moment donné, ça a frémi avec des personnes qui pratiquaient du chemsex, mais bon, c'était quelques petits cas pour l'instant anecdotiques, mais on est quand même assez vigilant. Il faut quand même qu'on reste attentif à cette possibilité d'utilisation de chemsex. Par contre, on a donc une population qui consomme du crack. Et donc, cette population est entre autres aussi très précaire et elle est aussi très impactée par les IST d'une manière générale et en particulier le VIH avec des difficultés qui sont importantes d'accès aux soins et dans le maintien aux soins. Par rapport aux travailleuses du sexe, finalement, pour nous, ce n'est pas un problème qui est majeur.
et on a peu, en tout cas, de circulation du VIH dans cette population. Donc ça, c'est moins un problème. Par rapport à l'offre de soins d'une manière générale, donc finalement, l'offre de soins qu'on a en Martinique est plutôt satisfaisante. On a déjà un seul territoire, une seule île, donc ça facilite aussi pas mal les choses par rapport à la Guadeloupe où il y a des petites îles associées. Et on a quand même une grande offre de soins qui est centralisée donc, sur Fort-de-France, la capitale, avec une prise en charge qui est quasiment hospitalière exclusivement. Le hors les murs étant quand même finalement peu développé. Donc, on a quand même quelques médecins généralistes qu'on connaît bien, qui sont formés, qui ont l'habitude de prendre des patients infectés par le VIH, mais ça reste quand même très peu de médecins généralistes, parce que déjà, par rapport aux déserts médicaux, donc on a des médecins généralistes qui finalement n'ont peut-être pas suffisamment le temps de se pencher sur le VIH, alors qu'ils ont plein d'autres problématiques et de maladies chroniques et comorbidités qui sont aussi des vrais problèmes, d'aussi grands problèmes de santé publique. On a aussi donc deux Cégides. Finalement, donc un qui est au CHU, qui est dans le cas qui est intégré en fait au service de maladies infectieuses et tropicales, le CHU, et puis un autre centre qui est à Fort-de-France. Et donc ces Cégides ont été donc ouverts en 2015 et on s'aperçoit que les activités au niveau des Cégides ont doublé, même si en fait on a une diminution comme dans l'Hexagone au moment de l'épidémie de la Covid-19. Par ailleurs, on a aussi donc des dépistages qui sont faits par des TROD qui sont disponibles par les associations ou par la Croix-Rouge française et au XAPA Carud. On a finalement, on s'est rendu compte que donc, par rapport à l'épidémie à la pandémie de SARS-CoV-2 ou l'épidémie Covid-19, on s'est rendu compte qu'en 2020-2021, on était, comme je vous ai dit, la prise en charge des patients est quasiment exclusivement hospitalière. Et donc, la mobilisation des professionnels lors de cette épidémie, forcément, ça a une chute sur la participation au système de surveillance. Et donc, on a constaté, comme d'ailleurs partout, même dans l'Hexagone, qu'il y a eu une baisse du recours au dépistage en 2020, tant sur le VIH que les autres IST, en particulier les IST bactériennes. Et on a eu peur, en tout cas, qu'il y ait eu un retard de diagnostic avec une circulation qui était plus importante des différentes infections. Cependant, donc en fait, la Martinique, malgré tout, a été quand même une des rares régions qui n'a pas montré de diminution des sérologies VIH positives associées à une diminution des diagnostics précoces en 2020. Et la Martinique a fait partie des régions de France où l'activité de dépistage et le taux de positivité en laboratoire ont été les plus élevés par rapport à l'Hexagone. Ça a été une enquête qui a été menée par l'enquête Labo VIH. Finalement, donc, les taux de sérologie positive du VIH sont restés donc, globalement stables en Martinique, contrairement à la baisse qui avait été constatée donc, dans les régions de l'Hexagone. Quand on regarde finalement la population des personnes, les personnes qui ont été infectées par le VIH, ça restait toujours donc, des rapports hétérosexuels qui ont été le principal mode de contamination, environ 55%, et avec une proportion d'HSH qui restait stable, un peu plus de 40%, et qui par rapport aux années précédentes. En 2020, on a quand même
eu 25% d'infections par le VIH qui ont été découvertes à un stade avancé. Et ça, c'est important. Et on a un gros travail encore à faire sur ça parce que le problème de dépister des personnes à un stade avancé, ben, ça entraîne vraiment des vraies pertes de chance en termes de prise en charge individuelle. Et puis, bien sûr, un risque de transmission aux autres partenaires qui est important. Concernant les autres IST, on a eu, hors VIH, donc on a eu une baisse aussi du taux de dépistage, comme dans l'Hexagone, de moins 6%. Et par exemple, ben, si on regarde la syphilis, eh ben, on s'est retrouvé à 92,5 pour 1000 habitants, malgré tout avec un taux supérieur à l'Hexagone qui était de 44,2. Donc, on avait quand même un infléchissement, mais malgré cet infléchissement, on avait quand même un taux qui s'est retrouvé supérieur à l'Hexagone, y compris pour les infections à chlamydie, et ainsi que les infections à gonorrhée. On va désactiver le son. Voilà. Donc voilà, ça c'était un peu sur toutes les IST. On a, alors, en termes de moyens de prévention, donc on essaie d'accentuer, entre autres aussi, de promouvoir la PrEP, l'utilisation de la PrEP. Donc la PrEP, on l'a débuté en 2016 et on avait 115 personnes qui avaient débuté la PrEP en Martinique. Et donc chaque année, on a vu augmenter progressivement le nombre d'initiations. Donc, ce n'est pas énorme, hein. Donc, on a eu 115 personnes qui avaient débuté la PrEP en 2016. Ensuite, on s'est retrouvé à une augmentation à 36 en 2019 et à 35 en 2020. Là, je pense qu'on en a un petit peu plus pour 2021 et 2022, mais ça reste quand même globalement insuffisant. Et alors qu'on s'aperçoit qu'on a parmi les nouveaux dépistés, là en tout cas en 2022-2023, qu'on a quand même des personnes qui étaient éligibles à la PrEP, soit qui étaient informées et qui n'ont pas voulu prendre la PrEP, ou soit qui ne l'étaient pas. Donc, on a, à mon avis, encore du travail pour sensibiliser sur l'utilisation de la PrEP parce que ça nous permettrait de réduire le nombre d'infections par le VIH s'il y avait un peu plus d'utilisation de PrEP. Alors, finalement, donc, si on regarde, hein, malgré cette pandémie-là de Covid-19, on a une forte baisse du nombre de découvertes de séropositivité du VIH et des IST, qui forcément, en fait, s'est expliqué par une baisse de recours au dépistage, puisqu'on avait moins de professionnels, les CGID qui étaient ralentis, les laboratoires qui étaient concentrés sur les tests aussi PCR Covid. Et la crainte, donc, c'est le retard au diagnostic et l'accès à la mise en route d'un traitement antirétroviral. Et avec comme impact, donc si on retarde le diagnostic et si l'accès aux antirétroviraux est plus difficile, ben forcément le risque, c'est d'avoir un impact sur l'effet préventif avec un impact qui serait direct sur la dynamique de l'épidémie avec une reprise possible de l'épidémie. Et donc, c'est pour ça que il faut continuer donc, nos actions, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit des actions de prévention, des actions de dépistage, pour éviter justement qu'il y ait une reprise une reprise de l'épidémie alors qu'on était plutôt dans un infléchissement des infections des IST de manière générale et du VIH. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc en 2020, on a quand même, ce que je vous disais, hein, c'est qu'on avait 25-30% des personnes qui avaient VIH qui avaient été découvertes à un stade avancé de l'infection.
Cette baisse donc, de dépistage, comme je vous l'ai dit, on l'a vu pour les IST de manière générale, que ce soit chlamydia, gonocoque et syphilis, avec une baisse de 6%. Et je voulais vous dire aussi, donc finalement, au jour d'aujourd'hui, le seul moyen d'établir un diagnostic et d'accéder aux antirétroviraux, c'est le dépistage. Et donc, il faut qu'on fasse en sorte que ce dépistage intervienne le plus tôt possible pour qu'on ait un bénéfice important sur du traitement, tant au niveau individuel, parce que du coup, on sait que plus on commence tôt le traitement, plus l'espérance de vie est préservée. Et sur le plan collectif, on sait que plus on dépiste les gens tôt, plus on les traite et plus on les garde dans les soins, et on pourrait aboutir à une absence de transmission vers l'autre. Le U égale U. Donc là, il faut qu'on continue en tout cas à faire en sorte que le dépistage soit un atout et un outil en fait majeur de la lutte contre le VIH. Et donc continuer à faire la promotion du dépistage, tant par les campagnes qui sont à faire régulièrement sur les réseaux sociaux, les émissions de radio, les partenaires, etc. Et aussi avec les partenaires associatifs pour qu'on continue qui font leurs actions de proximité, pour qu'on continue à dépister davantage et à informer donc, sur cette prévention diversifiée et en particulier donc de la PrEP. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Sinon, donc là, c'est vrai que là, au niveau du Cégide, sur le site de Fort-de-France, donc nous, du CHU en tout cas, on a eu une baisse en fait, on a eu moins de personnes qui sont venues au moment du Covid. Mais là, depuis, on a effectivement une augmentation qui est plus importante que celle qu'on avait avant le Covid. Donc, on voit que... Alors, donc, ça interroge, est-ce que les personnes sont plus sensibilisées ou est-ce que il y a eu un relâchement? On sait qu'avec les différents confinements, etc., la population, après, a eu un espèce de relâchement, tant sur les masques, sur le port du préservatif. Donc, peut-être que du coup, on a aussi une prise de conscience qui est plus importante parce que après ce ras-le-bol, comme on sait qu'on prend des risques, on vient se faire dépister davantage. Il y a plein de questionnements. Et puis bon, aussi, maintenant, il y a les Cégides qui font partie quand même sont bien connus, en tout cas sur le territoire. Les associations sont aussi de plus en plus connues. On a aussi la possibilité de faire d'avoir accès au dépistage via les laboratoires sans avoir d'ordonnance. Et donc, ça aussi, c'est un moyen supplémentaire de se faire dépister. En Martinique, même si on a quand même cet outil-là, on se rend compte que ça reste quand même moins important que la venue aux associations ou au Cégide. Et de même aussi, je n'ai pas parlé des autotests, même si on a quand même la possibilité d'avoir des autotests en Martinique, ça ne reste pas non plus le moyen le plus utilisé, en tout cas en Martinique. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je reste pour les questions, si possible. Merci, Dr Pierre-François, d'avoir fait justement cette présentation de la réalité sur le territoire martiniquais. C'est une présentation assez précise, notamment en ce qui concerne le VIH et aussi les IST. Et c'est vrai que on a tendance à se centrer beaucoup sur le VIH. Et on oublie justement les autres IST. Et merci justement d'avoir fait ce rappel par rapport à tout ça. Et donc, c'est vrai qu'on a dépassé le temps, justement. Il est déjà 20h50, mais on souhaitait, pour ceux-là qui tiennent encore,
après ces 2 heures d'intervention, de présentation des intervenants, de faire quand même un petit 5 minutes si vous avez des questions. En tout cas, il y en avait dans le chat. Donc, je vais les poser et puis ceux qui sont toujours là, ils vont écouter. Je tiens aussi à le préciser qu'on a mis sur le chat un questionnaire d'évaluation pour ce webinaire. Alors, par contre, pour nos amis anglophones, malheureusement, il est qu'en français. Donc, évaluation, il faudra prévoir peut-être un Google Traduction là, pour le remplir. Mais évaluation, c'est très important hein, de le remplir. C'est pour nous améliorer, c'est pour nos prochaines actions, notamment les webinaires qu'on souhaite mettre en place. Donc, encore merci à nos différents intervenants. Merci justement à nos différents partenaires. Merci. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je revois les différentes questions qui ont été posées, qu'on n'a pas pu répondre. Notamment, c'était par rapport à la coopération, justement, par rapport à Haïti. C'est vrai que c'était très intéressant, très riche cet échange. On a beaucoup de questions par rapport à Haïti. On se demandait avec toutes ces problématiques de pauvreté, de difficultés économiques, quelle coopération reste possible avec les pays de la Caraïbe en matière de santé? Quelles sont les actions? Quelles sont les structures? Je ne sais pas si Dashna, elle nous entend, si elle est toujours là pour nous répondre à cette question. Oui, je suis toujours là. Oui. Est-ce que tu peux répondre pour moi à la question, s'il vous plaît? Quelle coopération reste possible pour vous hein, avec les autres pays de la Caraïbe en matière de santé? Notamment, quelles actions, quelles structures? En termes de coopération, il y a plein des partenaires qui interviennent surtout dans la question de la santé sexuelle et reproductive et qu'on peut établir des partenariats avec eux. Et il y a FOSREP. Alors, FOSREP, c'est une structure, il me semble, qui est sur le territoire haïtien. Ah, je pense que ça a coupé. Bon. En plus, j'avais une deuxième. Bon, en attendant qu'elle se reconnecte, ou c'est malheureux. Il y avait une autre question en plus sur le VIH en Haïti. Après, vous n'hésitez pas, hein, s'il y a certaines personnes qui veulent poser leurs questions aux différents intervenants, c'est toujours possible. Après, je ne pense pas que ce soit une question, peut-être plutôt une remarque d'une dame qui s'appelle... elle s'est déconnectée. On voit qu'elle s'est déconnectée. Dashna. Alors, qui s'appelle Cleona Peters. Donc, c'est indiqué en anglais, je vais le traduire, que les médecins, justement, ils ont besoin d'être confortables avec leurs patients pour pouvoir parler, justement, de la santé reproductive. Et ils doivent, justement, proposer à leurs patients de faire des tests IST, des dépistages IST. Et si les médecins sont gênés, hein, ils n'arrivent pas à aborder justement cette thématique, les patients aussi, ils seront gênés justement, ils ne vont pas aborder cette thématique. Donc, on voit justement cette confiance entre le médecin et son patient pour pouvoir parler de cette thématique. Si le professionnel, lui, il n'ose pas aborder cette thématique, alors le patient, lui, il ne va pas non plus oser parler de ça. Donc, ça donne un résultat de perte en opportunité, notamment pour des diagnostics sur les IST. Et donc, les médecins, notamment les professionnels de santé, parce que c'est marqué physician hein, pour un médecin, alors ils doivent aussi apprendre à faire des tests rapides des IST. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est notamment réalisé au niveau des
au niveau des différents territoires outre-mer, hein, où les médecins ils peuvent réaliser des tests rapides IST. Après, je ne sais pas, on ne sait pas pour les autres territoires, la Dominique ou Haïti. Alors, Dashna, elle se reconnecte à l'audio. Je vois que en même temps, Nadia, tu as levé la main. Oui, oui, merci. Je voulais dire aussi, il y a le retard. On dit souvent que le dépistage est fait tardivement, mais quelquefois, les médecins, quand on a affaire à un couple qui est ensemble, qui vit ensemble, marié ou pas, depuis plus de 30, 40 ans, on ne peut pas imaginer que cette personne, une des deux personnes, peut avoir des rapports à l'extérieur. C'est pour ça aussi que je trouve que les médecins devraient proposer un jeune de 20 ans, on va lui proposer, on va lui demander est-ce qu'il est OK pour faire le test, on lui propose de le faire, mais aux personnes de certain âge, on ne le propose plus. Et ces personnes, quand elles arrivent et qu'on les dépiste positifs à 70, 75 ans, elles sont toutes surprises. Parce que pour elles, elles ont fait dans l'année ou depuis des années un bilan pour le diabète, un bilan pour l'hypertension, mais on ne leur a jamais proposé. On ne leur a jamais proposé ces tests. Donc, il faut aussi que ces personnes osent demander à leur médecin traitant de prescrire ce bilan. Ce n'est pas avoir une mauvaise vie. Et on change de partenaire aussi, hein. Avant, on restait avec le même mari du début jusqu'à la fin, même si ça n'allait pas, mais maintenant, on refait sa vie. Donc, je pense qu'il faut aussi penser à se faire dépister à ce moment-là aussi. Effectivement, merci beaucoup, Nadia. Après, c'est toujours une lutte de combattre notamment ces représentations, ces freins qui nous empêchent justement de parler de ça avec les professionnels de santé. Il y a Dashna qui a levé, pardon. Comment ça se fait tard? Oui, c'est juste que je n'ai pas conclu à mon intervention. Voilà, oui, effectivement, on était parti notamment sur notre intervention en attendant que tu te reconnectes. Donc, oui, oui. Voilà. C'est justement, le problème est tellement complexe en Haïti, c'est que on a beaucoup de partenaires qui interviennent, mais ces derniers temps, et on a un petit peu négligé la santé sexuelle par rapport avec d'autres interventions humanitaires qui sont beaucoup plus urgentes par rapport aux catastrophes naturelles. Mais il y a des partenaires qui font des prises en charge, mais c'est surtout dans les milieux urbains et qui renforcent les hôpitaux, surtout ceux publics, et il y a également les centres de santé, les cliniques privées qui font des dépistages. Ce que j'avais oublié d'ajouter, c'est concernant les autres IST par rapport aux infections sexuellement transmissibles. Surtout en Haïti, on a surtout un accès limité à l'eau potable. C'est ça qui ont augmenté les cas de transmission des IST qui peuvent être rattrapés et dans les microbes qui peuvent être rattrapés dans les eaux et contaminés. Merci beaucoup, Dashna, pour d'avoir répondu à cette question, notamment de la coopération caribéenne par rapport aux différentes situations par rapport en matière de santé. C'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment en Haïti. Alors, on va passer du côté de la Dominique. Il y a Monsieur Guy qui a levé la main. Donc, Yes, so I also wanted to add that. Merci. Je voudrais rajouter que la surveillance et la collecte des données et le suivi sont importants. Les politiques en matière de la surveillance de la santé est un domaine où on a des problèmes parce qu'en Dominique, il est difficile
de collecter des informations des médecins, puisque on n'a pas les informations, on ne peut pas surveiller la prévalence, l'incidence et la prévalence de ces situations. Donc, il est difficile de savoir le nombre de cas qui existent dans le pays. Donc, il faut que les médecins privés puissent donner les données au département pertinent pour qu'on puisse savoir quel est le nombre de cas et comment gérer les situations, introduire des campagnes et pouvoir cibler les populations. Et donc, je pense que c'est l'un des problèmes que nous expérimentons dans l'OECO. Les médecins ne donnent pas les informations et nous ne pouvons pas cibler ces populations. Donc, pour répéter que la collecte des données et la surveillance sont importants. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Guy, pour cet ajout d'informations. Effectivement, ça doit être aussi compliqué de compiler aussi notamment les données. On le voit même, c'est quelque chose qu'on voit aussi sur nos territoires, même en Martinique, j'imagine, et aussi en Guadeloupe et à Saint-Martin, de compiler des statistiques au niveau des IST notamment. Ça reste encore compliqué, mais justement, c'est des choses qu'on essaie de travailler et on espère avec justement ce webinaire que des dynamiques qui vont se mettre en place, notamment des dynamiques, de nouvelles dynamiques caribéennes pour qu'on puisse travailler ensemble parce que ce qu'on a vu justement ce soir, ce qu'il y avait notamment, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de similarités, notamment en termes de dépistage, des difficultés en termes de dépistage, mais aussi en termes notamment de social, de stigmatisation, de tabou qu'on cherche notamment à travailler, à diminuer. Et on a besoin justement peut-être de cet échange, de ce partage, comme on le fait ce soir, mais de continuer justement cette dynamique qui sont entamées et cette dynamique aussi de recherche de solutions qu'on pourrait dire caribéennes. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres mains levées, parce que je vois, il y en a qui se frottent les yeux. Il y en a qui se frottent les yeux. Mais il est déjà 21h. C'est vrai que ça fait un moment qu'on est là. Nadia, qui a levé la main. Avant que je passe la main à la présidente qui va faire sa conclusion. Alors, Nadia, avec ton micro, on va t'entendre. Oui, merci. Juste dire aux personnes qui vivent au Guadeloupe, Martinique et Guyane aussi, qu'on a les mêmes traitements qu'on a à Paris. Donc, une personne qui est dépistée, elle aura les nouveaux traitements. Il y a les traitements par injection. Donc, tout l'intérêt de se faire dépister et d'être prise en charge et de ne pas avoir honte. Tout à fait. Justement, ça veut dire qu'il y a la même efficacité des traitements qu'on retrouve en hexagone et notamment des nouveaux traitements qui sont arrivés, notamment en termes de VIH. Mais aussi, on ne va pas oublier les autres IST aussi, qu'il y a des traitements aussi efficaces lorsqu'on se fait dépister assez tôt. Donc, on permet de faire un traitement, que ce soit au niveau des différentes IST. Il y a des IST qui se soignent, comme la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis. Et il y a d'autres IST qui se traitent, comme le VIH, qui est devenu une maladie chronique et qui comme disait Nadia, c'est plus les traitements là qu'on avait dans les années 90 là. Dans les années 96, fin des années 90, début 2000, on n'a plus ces traitements-là. On a des traitements qui sont hyper efficaces et comme certains des intervenants l'ont dit, ça permet justement d'avoir une charge virale indétectable
donc qui permet de ne pas transmettre justement le virus. Alors, sur ce, s'il n'y a pas encore d'autres questions, je vais laisser la place justement à la présidente de l'association Action Sida Martinique. Juste petite information, n'oubliez pas, on a besoin de vous, que vous puissiez remplir le questionnaire d'évaluation qui est dans le chat. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas fourni aux intervenants. Aux intervenants, je vais vous envoyer un questionnaire par mail. Vous allez recevoir de mes nouvelles par mail. Mais les participants, merci de remplir le questionnaire qui est dans le chat. Et encore une fois, moi, je vous remercie d'avoir été présents, en tout cas pour ceux qui restent jusqu'à la toute fin. Et je laisse la place à Madame Marlène K. Oui, bonjour. Je vous remercie tous d'être encore là avec nous et d'être présents. Je voudrais dire la difficulté que l'on a à avoir des chiffres sur les IST. La difficulté aussi pour nos pays, nos voisins de la Caraïbe, d'avoir les mêmes moyens, puisque on l'a dit, la Dominique l'a dit, les ressources en santé pour la santé sont faibles. Et je crois qu'il y a beaucoup qui est fait, beaucoup est fait pour le VIH et un peu moins pour les IST, et c'est un peu dommage. Donc, il ne faut pas oublier, si on regarde simplement le VIH, que la Caraïbe est quand même la deuxième région la plus touchée par le VIH dans le monde. Donc, tous les pays de la Caraïbe rassemblés, c'est la deuxième région. Donc, il faut vraiment, vraiment qu'on coopère, qu'on se mette ensemble pour faire en sorte de diminuer l'infection par les IST, sachant que les IST peuvent favoriser le passage du VIH. Donc, il faut vraiment qu'on se mobilise pour pouvoir agir et pour qu'on puisse obtenir, comme le veut l'ONU-SIDA, l'OMS, le 95-95-95 d'ici 2030. Donc, voilà, et je voulais vous remercier pour vos interventions et vous dire encore tout le plaisir que j'avais à vous écouter. Je vous remercie et vous souhaite une très, très belle soirée. Nuit bientôt pour certains. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, donc merci. Je m'en vais. Je m'en vais, je sais de la place. Bye bye. Au revoir à toutes et à toutes. Au revoir. Merci encore une fois pour vos interventions et à très bientôt. Merci, M. Simonin. Merci, Bye M. Simonin. Merci. On l'a fait. Merci Bon, ça s'est bien passé. Ça a été un grand merci à la technique. L'enregistrement, je vous le renverrai parce que ça s'enregistre automatiquement. Ça se met dans un fichier spécifique. Ah, c'est vous. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.